Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le conflit des gardiens de prison s'enlise. Un projet d'accord a été présenté au syndicat ce matin. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est en première ligne, mais elle peine à trouver des solutions. Entre agression et surpopulation carcérale, les prisons sont-elles encore la honte de la République, comme le disait Robert Badinter en 2005? Ce sera le thème de notre débat. Le Sénat au chevet des personnes handicapées. Un groupe de travail sur le financement de leur prise en charge a été lancé officiellement en présence de la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Hasard du calendrier, le Gersois Édouard Détresse, fondateur du fauteuil roulant français, est reçu aujourd'hui par Gérard Larcher après un périple de 700 km à la force des bras. Reportage à suivre. Près d'1,5 million de réfugiés vivent actuellement au Liban, entassés dans des camps de misère. Ils sont confrontés à une hostilité grandissante de la population. La question de leur retour en Syrie divise les autorités libanaises. Mais leur présence est devenue un fardeau économique qui menace aussi le fragile équilibre confessionnel du pays. L'analyse d'Antoine Sfer, directeur des Cahiers de l'Orient, dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tan Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Les prisons dans l'impasse, cela fait maintenant 11 jours que les surveillants de prison sont en grève et les conséquences sur les conditions de vie des détenus commencent à se faire sentir. L'administration pénitentiaire envisage des sanctions. Ce matin, la chancellerie tentait encore de trouver une issue à la crise. Sandra Cerquera. Les syndicats des gardiens de prison, reçus depuis hier soir un à un par la ministre de la Justice, pour tenter de reprendre le dialogue après plusieurs échecs des négociations. Les syndicats réclament toujours des mesures concrètes pour travailler plus en sécurité. En réponse, le ministère de la Justice promet plus de moyens. 1500 places pour les détenus radicalisés et non plus 140 comme au départ, à quoi s'ajoute une augmentation des primes et indemnités. Mais pour Force ouvrière, cela ne suffit pas. Il faut changer le statut des gardiens de prison. Il faut du statutaire, donc voilà, l'indemnitaire c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire l'attractivité du métier, la reconnaissance du métier. La catégorie B, c'est une reconnaissance de la technicité. On est des techniciens de l'humain, donc pour nous et ça fait partie de la sécurité, c'est pouvoir recruter plus, recruter mieux et éviter que les collègues qui sont chez nous partent ailleurs. On nous l'a promis il y a 10 ans la catégorie B comme la police, donc aujourd'hui il faut nous la donner. Une réunion de la dernière chance alors que les blocages reprennent dans les établissements pénitentiaires, malgré les menaces de sanctions demandées par l'administration. Une crise qui touche aussi les détenus. Hier, l'un d'eux a déposé un recours pour dénoncer les conséquences du mouvement des gardiens sur ces conditions de détention. Et première réaction dans ce multiplex avec vous, Saveria Rojek, à vos côtés, le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud. Bonjour Rémi Féraud. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. 11e jour de blocage, on vient de le voir dans les prisons, un projet d'accord présenté dans la matinée. Est-ce que le gouvernement a trop tardé à réagir? Est-ce que Nicole Belloubet est aujourd'hui fragilisée? Je ne crois pas qu'on puisse simplement ramener cela à la faute de la ministre elle-même. C'est tout le gouvernement qui a tardé à prendre la mesure de la gravité d'une situation. Vous parlez de faute. Il y a faute aujourd'hui de la garde des Sceaux? Il y a une faute du gouvernement de ne pas avoir pris plus sérieusement en compte une situation qui est très grave et un conflit qui est le plus grave depuis plusieurs décennies dans les prisons et qui est justifié par une situation réelle. Notamment de surpopulation carcérale, de manque des moyens de l'administration pénitentiaire. On en avait d'ailleurs parlé au moment du budget cet automne. Donc à ce moment-là, le gouvernement l'avait balayé malheureusement d'un revers de main. Les syndicats dénoncent l'impunité totale dans les prisons, le laxisme des gouvernements. Vous comprenez, vous soutenez leur exaspération ? Je comprends leur exaspération, d'autant que la société a tendance à se décharger sur la prison de tous ceux qu'elle ne veut plus avoir en liberté. Mais on ne peut pas faire reposer avec trop peu de moyens tous ces problèmes sur la seule prison. Ensuite, je ne pense pas que ce soit un enjeu de laxisme. C'est un enjeu de prise en compte de la réalité d'une situation, avec notamment les moyens qui sont donnés. Les détenus
et les personnels de l'administration pénitentiaire sont finalement victimes l'un et l'autre d'une situation qui n'est pas acceptable et qui est très ancienne dans notre pays. Alors justement, la surpopulation chronique des prisons, c'est le résultat de 30 ans de sous-investissement. C'est le discours qu'on commence à entendre à droite, la droite qui dénonce 5 ans de renoncement et de recul. Vous êtes d'accord là-dessus? Dans 30 ans de sous-investissement, il y a une grande partie de ce temps qui était sous des gouvernements de droite. Qu'ont fait les gouvernements du temps des années 2000-2010? Ils ont en effet beaucoup sous-investi. Peut-être que sous le quinquennat d'Hollande, cela a trop tardé. Mais il y a une volonté qui a été affirmée sous ce quinquennat pour un investissement dans les prisons qui commence juste timidement à se mettre en œuvre. Et puis il y a eu un travail aussi pour, non pas le laxisme, mais des alternatives aux peines de prison. Nous en avons besoin, nous sommes quand même le pays d'Europe où il y a le plus grand taux de détenus. Rémi Ferraud, 2 syndicats de surveillants pénitentiaires demandent un alignement de leur statut sur celui des policiers pour une meilleure reconnaissance des conditions de travail. Est-ce que vous y seriez favorable à l'alignement du statut sur celui des policiers? Tout dépend ce que cela veut dire. Je trouve d'ailleurs que les propositions du gouvernement restent très opaques. Personnellement, je ne les connais pas. Il y a des questions salariales, il y a des questions d'effectifs, il y a des questions de moyens, notamment pour se défendre. Mais il faut aussi avoir comme boussole la volonté de permettre aux détenus de se réinsérer. Je ne crois pas que ce soit simplement par des mesures répressives que nous pourrons y arriver. Par contre, il faut de la considération, et pas seulement dans les mots, mais dans les faits, pour tous les personnels de l'administration pénitentiaire. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Rémi Ferraud d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria pour cette première réaction. Les suites de l'affaire à Lactalis au lendemain de l'audition du porte-parole du groupe par les sénateurs. Les parents d'un enfant ont décidé de porter plainte pour la première fois contre l'État pour administration de substances nuisibles. Flora Sauvage. Après l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris le 22 décembre, des parents déposent plainte au pénal contre Lactalis et contre l'État en qualité de complice. Le couple accuse les agents de l'État en Mayenne de ne pas avoir effectué de contrôle sur la production de lait infantile lors de leur visite en septembre 2017 dans l'usine Lactalis. Il reproche aussi à la Direction générale de l'alimentation d'avoir délivré un agrément pour l'ensemble de l'usine. L'État est responsable de la sécurité sanitaire dans le pays. Et donc, à un moment donné, il est responsable de faire en sorte que les produits qui sont mis sur le marché, que les fabricants qui produisent un certain nombre de marchés, un certain nombre de produits, puissent respecter cette question de la sécurité sanitaire. Et puis, il y a une autre défaillance dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est la question des contrôles. Comment peut-on imaginer qu'une entreprise produise des milliers de tonnes de produits potentiellement contaminés sans que jamais personne s'en aperçoive? Outre la plainte au pénal déposée par les parents d'un bébé, des députés socialistes ont annoncé l'ouverture d'une commission d'enquête sur le lait contaminé de Lactalis. 2 mois après la découverte de salmonelle dans du lait maternisé produit par Lactalis, 37 bébés ont été touchés en France. On en vient maintenant à notre premier débat consacré au handicap, priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les attentes sont nombreuses en matière d'emploi et d'intégration de ces personnes en situation de handicap. La question de leur prise en charge de l'enfance à l'âge adulte est aussi posée. Le Sénat lance d'ailleurs un groupe de travail sur cette question. Quentin Calmy. Départements, sécurité sociale, État et autres caisses nationales et associations, difficile de s'y retrouver aujourd'hui sur le financement de la prise en charge du handicap. Un budget de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour les structures d'accueil, les allocations ou encore l'insertion professionnelle. L'ambition aujourd'hui pour le gouvernement comme pour les sénateurs, simplifier drastiquement tout le système français. L'organisation en France est difficile. À la fois, c'est lié à une gestion qui est très proche, je dirais, d'un système par tuyauterie entre les départements et l'État. Il y a le débat de la barrière d'âge, cette frontière de 18 ans qui fait qu'à un moment donné, une personne qui est handicapée est amenée à changer d'établissement et est amenée à avoir une rupture de parcours de vie parce que les financements sont différents. Il est important que l'on puisse à la fois faire des propositions d'amélioration à travers la simplification et notamment le caractère de la meilleure utilisation des moyens consacrés.
Mis en place aujourd'hui, un groupe de travail de 8 sénateurs entend donc proposer des pistes de réforme dans les prochains mois. Ce matin, c'est la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées qui était reçue à la Haute Assemblée. Ça signifie qu'il y aura une co-construction de la réflexion et peut-être de la mise en place du rapport et peut-être par la suite donc la prise en compte de certains des éléments de ce rapport dans un projet de loi. Pourquoi pas ? Avec un rendez-vous majeur en mai prochain, le gouvernement organise une grande conférence nationale sur le handicap. Et hasard du calendrier, c'est également aujourd'hui que se termine le long périple d'Édouard XIII. Du Gers à Paris, il a traversé la France en fauteuil roulant pour sensibiliser les Français au prix des fauteuils et au-delà, parler du handicap autrement. Samia Dechir. Les derniers mètres d'un long périple. Sur son fauteuil roulant, Édouard XIII a parcouru plus de 700 km de Lectoure dans le Gers jusqu'à Paris. Bonjour Édouard. Ça va bien ? Bienvenue à Paris. C'est gentil. Accueilli ce matin par le sénateur du Gers Raymond Vall, il a fait tout ce chemin pour tenter de récolter des fonds pour son entreprise, le fauteuil roulant français. C'était une aventure extraordinaire, humainement. Par contre, ça a été... j'ai souffert. J'ai eu mal. Je suis tombé plusieurs fois de fatigue, mais je suis là. À seulement 26 ans, Édouard XIII a fondé une entreprise de fauteuils roulants actifs et sportifs made in France. Mais il lui manque 500 000 € pour développer son activité. Et face à son handicap, les investisseurs sont parfois frileux. Je ne suis pas malade. Je suis en situation de handicap et je vais vivre encore très longtemps. Donc c'est ce message aussi que je veux faire passer. Parce que souvent on peut dire, voilà, c'est une personne en fauteuil, il y a peut-être un risque encore plus élevé d'investir et de lui prêter. Non, pas du tout. Donc ça c'est vraiment un message que je veux faire passer là. Et surtout, moi j'ai fait ces 700 km, je me suis battu, j'ai fait le maximum. Mais tout seul, j'y arriverai pas. S'il est venu jusqu'ici, c'est pour chercher des appuis et rassurer les investisseurs. Tout ce qu'ils viennent d'accomplir là en 20 jours, eh bien, va permettre d'avoir un regard tout à fait différent. Et le fait qu'il soit reçu par les plus hautes autorités de l'État, ça doit permettre quand même d'obtenir, avec quelques précautions certainement, ces fonds qui sont nécessaires à passer au stade maintenant de la production. Après avoir reçu la médaille du Sénat des mains du président Gérard Larcher, Édouard XIII devrait être accueilli dans les prochains jours à l'Élysée. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Cluzel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre, vous êtes en charge des personnes handicapées. Merci d'être avec nous. J'accueille également Daniel Chassaing, bonjour. Vous êtes sénateur, les Indépendants, République et Territoire, sénateur de la Corrèze. Vous faites partie de ce groupe du travail sur la prise en charge du financement des personnes handicapées. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, j'accueille Éric Blanchet, bonjour. Vous êtes le président de l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et Bernard Jomier est également avec nous. Bonjour, sénateur socialiste de Paris, membre de la Commission des Affaires sociales. Sophie Cluzel, première question pour vous, puisque on voit ce constat finalement 30 ans après l'obligation d'avoir 6% de personnes handicapées dans les entreprises. On atteint à peine 3,5%. Comment expliquez-vous finalement cet échec ? Alors c'est un demi-échec parce que quand même il y a une impulsion qui a été donnée. Mais vous l'avez très bien dit, nous n'allons pas attendre 30 ans encore pour atteindre les 6%. Donc il faut vraiment qu'on prenne le problème à bras-le-corps. Il y a un constat partagé qu'on peut faire beaucoup mieux, que la politique est beaucoup trop complexe. Les déclarations sont terriblement lourdes pour les entreprises, donc on va aller vers une simplification. On va pouvoir mettre par exemple la déclaration d'obligation d'emploi des personnes handicapées dans la DSN, déclaration sociale nominative, au 1er janvier prochain, ce qui va être un élément facilitateur administratif. Mais au-delà de cette simple simplification, il faut qu'on embarque les entreprises à faire autrement, à considérer la personne avec des talents, avec certains besoins d'accompagnement. Il faut qu'on donne de la lisibilité à cette politique qui est beaucoup trop complexe, avec des opérateurs qui sont éparpillés. Donc oui, on a beaucoup de choses à faire pour améliorer. Éric Blanchet, votre réaction, c'est vrai qu'une situation professionnelle stable pour une personne handicapée, c'est aussi une première marche vers son intégration dans la société ? Bien sûr, parce que l'emploi est un aboutissement par rapport à tout ce qui est au niveau de l'inclusion, de la scolarisation, de la formation. Et puis le maintien dans l'emploi, c'est une étape suivante. Et puis la progression dans l'emploi des carrières est aussi un sujet important. Nous, ce qu'on peut voir en tant qu'association,
L'ADAPT a créé il y a 20 ans la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, devenue aujourd'hui semaine européenne. On voit un phénomène d'accélération quand même ces dernières années. On voit des entreprises qui ont pris et qui clairement font des choses. Par contre, il y a encore des secteurs entiers, parce que la complexité est extrêmement présente et rebute le chef d'entreprise, de la PME et de la petite entreprise qui doit monter dans le train. Parce que c'est un facteur d'emploi extrêmement important aujourd'hui. La secrétaire d'État le disait, il y a trop de formalités pour les entreprises, Bernard Jomier, aujourd'hui, lorsqu'elles veulent employer une personne handicapée. Bon, d'abord, il y a un constat, il faut quand même rappeler, 2 fois plus de chômage, c'est inacceptable chez les personnes en situation de handicap, et c'est à ça qu'on doit faire face. Moi, je crois que d'abord, ça passe à moyen terme par une action dès la petite enfance et l'enfance. C'est le reflet aussi de la reconnaissance qu'a notre société envers les personnes en situation de handicap. Et je crois que ça se forge quand on est petit. Et quand tous les chefs d'entreprise seront des gens qui, enfants, auront eu un enfant en situation de handicap à côté de leur école, eh bien, devenus adultes, ils auront un autre regard. C'est la première chose. Sur les dispositifs, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, vous l'avez dit, il y a à décloisonner, d'abord. Parce que les parcours professionnels en ESAT mériteraient d'être fluidifiés, comme il est fait sur l'éducation, comme il est fait sur le logement, avec la nécessité d'avoir des parcours où on peut aller du foyer d'hébergement, au foyer de vie, à un logement social en diffus, à proximité. Eh bien, pour l'emploi, je crois que les ESAT, le secteur adapté devrait être plus ouvert sur le milieu ordinaire, que la fluidité devrait être mieux organisée. Et puis, il y a un enjeu, je terminerai par ça, de formation. Bien évidemment, avec un dispositif de formation qui a besoin d'être simplifié, ça tout à fait. Et probablement, d'ailleurs, les 2 organismes qui existent actuellement, leur pertinence mériterait aussi d'être juste réinterrogée pour voir s'il ne faudrait pas un peu rassembler tout ça et le simplifier. Daniel Chassaing, le regard des entreprises doit aussi changer sur les personnes en situation de handicap. Oui, bien sûr. Si vous voulez... il y a eu quand même des progrès qui ont été faits depuis la loi de 2005 de Jacques Chirac. Et puis maintenant, il y a des services d'accueil et d'orientation avec Cap Emploi. Mais c'est peut-être pas encore suffisant. Il faut que les entreprises soient démarchées, expliquer aux entreprises que finalement, l'emploi des personnes handicapées, c'est possible, et aider surtout à faire les dossiers. Mais je voudrais dire un mot aussi concernant... les personnes handicapées, donc mon collègue vient de le dire, il y a actuellement plus de 20% de chômage et il y a, c'est déjà beaucoup, mais seulement 100 000 de places en ESAT et 30 000 en entreprise adaptée. Et je pense que c'est aussi à ce niveau-là où on peut intégrer d'abord des personnes en ESAT, puis après passer en entreprise adaptée pour aller vers le milieu ordinaire. Il faut toujours chercher à la fois dans le logement, dans l'emploi et au départ, à partir de l'école, essayer de toujours rester dans le milieu ordinaire. Ouais. Éric Blanchet peut-être et Sophie Cluzel. Vous avez évoqué quelque chose d'extrêmement important. Pour changer une société, il faut le faire dès le départ. C'est-à-dire, quelque part, il faut que l'école soit accueillante pour tous. Pour les enfants handicapés, pour leurs familles aussi. Parce que c'est les familles qui vont aussi participer à ce changement-là. C'est majeur. C'est majeur parce que tant qu'on n'aura pas traité ce sujet-là, on ne changera pas la société. Et le deuxième point, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé l'année dernière, même si on en parle peu encore, mais si ça marche, ça devrait changer les choses. L'emploi accompagné. Aujourd'hui, il y a une marche qui manquait dans le dispositif pour aller vers l'emploi. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'emploi accompagné. Donc vous avez des ESAT, des entreprises adaptées, mais des fois, entre cette organisation qui a un intérêt, il n'y a pas encore la marche pour aller vers l'emploi, ce qu'on appelle ordinaire, pour aller dans la société. Et l'emploi accompagné peut être cette marche, ce lien. Mais pour ça, encore faut-il que tout le monde joue le jeu. Que le secteur associatif le joue, que les MDPH le jouent, que la GFIP, le FIPHFP, d'une autre manière, le joue aussi. Donc c'est une avancée majeure si les organismes chargés de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. On sait que les attentes sont nombreuses. Emmanuel Macron a fait du handicap une des priorités du quinquennat. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose d'écouter ce qu'il... Oui, aussi un autre levier qui est capital, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, on n'a que 1% d'apprentis handicapés. Donc là, on a un levier majeur, puisque tous les jeunes qui ont été et qui sont à l'école aujourd'hui
veulent accéder au marché du travail directement. Et l'apprentissage est un levier majeur. 70% des contrats d'apprentissage débouchent sur l'emploi durable. Donc c'est ce levier-là qu'il nous faut activer aujourd'hui. Peut-être dans les CFA aussi. Exactement, un référent handicap dans les CFA pour accompagner l'employeur et le salarié apprenti. Alors, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui rappelait ses objectifs pendant la campagne présidentielle. On l'écoute. Je revaloriserai l'allocation adulte handicapé qui est aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et qui le restera. Et qui ne le restera pas parce que je le revaloriserai au-dessus de plus de 100 € par mois. La deuxième, ça reste en dessous, monsieur. Madame Le Pen, la deuxième, c'est que je ne veux plus de personnes vivant en situation de handicap qui soient sans solution. Et donc, je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir être en centre lorsqu'ils sont obligés d'être en centre. Et je veux que nous créerons les solutions concrètes pour accompagner dans l'entreprise ou les centres adaptés les personnes vivant en situation de handicap. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat. On vient d'entendre le chef de l'État, Sophie Cluzel. Où en est-on de ces promesses de campagne, notamment sur la première partie, sur l'accompagnement de la scolarisation de ces personnes? On a été interpellés sur Twitter à ce sujet. Alors, ce n'est plus des promesses de campagne, c'est ma feuille de route. C'est la feuille de route de tous les ministres partagée lors du comité interministériel du handicap le 20 septembre dernier, où tous les ministres se sont engagés sur justement dérouler cette organisation nouvelle, une école inclusive. Vous avez raison, ça passe. On a accéléré la professionnalisation des accompagnants. Il y aura encore 11 200 postes créés d'AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap, en septembre prochain. Donc on accélère la professionnalisation. On essaye aussi d'embarquer des associations gestionnaires du médico-social, de venir en appui de l'école, parce que cette école inclusive, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit le courant principal, soit le milieu ordinaire, l'école ordinaire, avec les appuis nécessaires des associations gestionnaires de services spécialisés qui viennent dans l'école pour accompagner. De la même façon que l'emploi accompagné va aller dans l'entreprise, il faut vraiment qu'on change ce paradigme et que ce soit la société inclusive de l'école à l'entreprise. Donc, ce ne sont pas des promesses, c'est une vraie feuille de route qui a été partagée par tous et qui est mise en action très précisément. Et pourtant, Bernard Jomier, il y a encore des parents qui se tournent vers l'étranger pour la prise en charge de leurs enfants, notamment en situation de handicap. Oui, mais alors là, souvent des enfants qui sont en situation de handicap très lourd. L'inclusion en milieu scolaire, elle a progressé. Et elle doit progresser, vous avez tout à fait raison, c'est une orientation tout à fait juste. Et pour ça, il faut aussi que la filière professionnelle, la formation s'améliore. Il faut que la part de contrats aidés soit la plus réduite possible, parce qu'actuellement, c'est encore trop élevé. Il faut avoir des personnels qui sont compétents, formés. Et on voit que ça progresse. Enfin, dans ma ville, mon département, Paris, on est passé en quelques années de 2500 à près de 6000 enfants en situation de handicap à l'école. Après, il y a le problème que vous soulevez, notamment de départ en Belgique. Je pense que vous faites référence à ces enfants-là, ou jeunes adultes d'ailleurs. Il y a eu un rapport du Sénat, de vos collègues Philippe Mouillet et Mme Campson. Absolument, il y a eu beaucoup de rapports d'ailleurs, y compris sur l'autisme, un rapport tout récent de la Cour des comptes qui pointe à la fois quelque chose de très important d'ailleurs et qui fait écho à ce que vous dites. C'est-à-dire, en fait, on consacre des sommes assez importantes, 7 milliards sur l'autisme, mais pas très bien. Et ça, c'est parce qu'on ne s'organise pas très bien, parce que nos structures sont figées, parce qu'on souffre de la coupure entre le sanitaire et le médico-social, qui n'est pas propre au milieu du handicap, qui est inscrit dans la loi de 75, mais qui, là aussi, comme sur d'autres secteurs des politiques de santé et de dépendance, en fait, produisent des effets très négatifs. Il faut qu'on sorte de ça. Moi, je partage le fait de mettre de la souplesse, de la fluidité et de l'interrelation entre les différentes structures et les différents parcours. Tout ça centré, vous l'avez rappelé, autour de la personne en situation de handicap et du zéro sans solution. Daniel Chassaing, le Sénat qui lance ce matin ce groupe de travail justement sur le financement de la prise en charge des personnes handicapées. Quels sont les objectifs de ce groupe de travail ? Alors, les objectifs sont pour tous les handicaps. Si on parle un tout petit peu de l'autisme, déjà il y a eu des progrès parce que on se rend compte que les enfants ont été diagnostiqués. Et auparavant, on avait, nous, dans nos maisons d'accueil spécialisées, souvent des autistes qui étaient dans les maisons non diagnostiqués et qui avaient une prise en charge qui n'était pas adaptée. Maintenant, effectivement, il y a eu un premier pas qui a été fait au niveau des enfants. Et maintenant, il va falloir prendre en charge de façon individualisée, bien sûr, les
personnes qui vont devenir adultes. Alors, il y a aussi d'autres chantiers, je l'ai dit tout à l'heure, essayer d'avoir, Madame le Ministre, davantage, mais je sais que c'est compliqué, hein, les budgets c'est toujours difficile, d'avoir davantage de places en ESAT. On a beaucoup de demandes qui sont en attente. Aussi, travailler avec le ministère du Travail pour qu'il n'y ait pas un cloisonnement, c'est-à-dire que l'ESAT, après, on peut aller en entreprise adaptée et peut-être après en milieu ordinaire. C'est tout ça qu'il va falloir bien sûr travailler, sans oublier le handicap moteur pour des jeunes qui, eux, par contre, peuvent très bien aller en entreprise et il faut aussi qu'ils soient accompagnés. Sophie Cluzel, les moyens seront là, il y a un budget dédié, consacré justement? De toute façon, je pense qu'on a, justement lors de lancement du groupe, on en a parlé avec les sénateurs. La France n'a pas à rougir de la politique du handicap, du budget qu'elle consacre aux personnes handicapées. On est dans la moyenne haute des pays européens. En revanche, sur l'efficience de la politique, sur les cloisonnements, c'est là où tout le travail d'architecture, il va falloir qu'on décloisonne, qu'on arrive à faire sortir des tuyaux vraiment de financement. On l'a très bien vu sur cet empilement aussi de compétences qu'il peut y avoir. On sait qu'il y a un gros problème sur les, par exemple, les structures qui sont cofinancées entre départements et État. On voit que ça freine justement la souplesse de réponse. Donc on a des leviers. On a notamment la réponse accompagnée pour tous, qui est suite justement au rapport de Denis Piveteau, le zéro sans solution, qui affirme haut et fort une nouvelle culture de travail où tous les acteurs se mettent autour de la table à partir de la maison départementale des personnes handicapées, qui est départementale donc. Et là, on voit qu'on a une source de progrès à faire. On acculture justement ce regard croisé et cette construction d'une solution qui dépasse ces contraintes administratives. C'est là tout l'enjeu, vraiment, de rendre efficiente à la personne cette politique du handicap. Éric Blanchet. Justement, le rapport de M. Piveteau. Ce qui a été intéressant dans ce rapport, c'est qu'il a soulevé la coordination, le manque de coordination. Ce qu'on appelle des personnes sans solution, c'est des gens qui sont ballottés de la psychiatrie au médico-social, au sanitaire, et qui sont perdus, et qui, quelque part, ne rentrent pas dans la case administrative, comme vous le dites, et n'ont pas de réponse. Or, aujourd'hui, il y a des expérimentations qui ont eu lieu, où on a réussi à mettre autour d'une même table, sur la situation des personnes, les professionnels, les réponses. Et ça marche. Ça marche. Encore faut-il qu'on change nos habitudes. Et le problème de notre secteur, si je dois parler de secteur, c'est d'être autour du parcours de la personne et non pas autour de l'institution. C'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'on est au service du parcours de la personne et de la fluidité. Quand on est dans un ESAT, on doit pouvoir sortir de l'ESAT si c'est possible. C'est toujours si c'est possible. On doit aller vers l'emploi accompagné si c'est possible. Il faut que les personnes aient le choix. Aujourd'hui, elles n'ont pas le choix. Elles rentrent dans des tuyaux d'orgue et des fois, elles ont beaucoup de mal à en sortir. Parce que c'est compliqué, parce que c'est complexe. Donc il y a une espèce de prise d'otage de la personne par rapport à une situation, par rapport à son parcours. Et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Et je crois que tout le monde veut le changer. Simplement, il faut que quelqu'un, et c'est les services de l'État qui vont être moteurs de ça, et ça on le sent arriver, et il faut qu'on le porte. Bernard Jomier, que vous inspire aussi, je voudrais faire réagir Édouard Després. On a vu un ce Gersois traverser la France en fauteuil roulant. Il a été reçu aujourd'hui par Raymond Vall, sénateur du Gers, par Gérard Larcher. Il est ici aussi pour changer le regard sur le handicap. Ça, c'est important. Ce que ça m'inspire, c'est que d'abord, c'est c'est un très beau geste, ce qu'il accomplit, qu'il n'est pas le premier, malheureusement, je dis, à devoir l'accomplir. Parce que il y a un regard qui est insuffisant et qui reste déformé de notre société sur les personnes en situation de handicap. Et je crois vraiment profondément, ça a été dit, mais que la question des moyens, elle est importante. Il y a un vrai coût, il ne faut pas se le cacher. Il y a des prises en charge qui sont coûteuses, des PCH qui sont extrêmement lourdes, des personnes qui ont besoin d'une assistance qui est très importante. Mais tout ça se résoudrait beaucoup mieux si notre société, encore une fois, avait un rapport avec les personnes en situation de handicap, qu'un rapport d'égalité. Et quand on regarde, par exemple, l'accessibilité de notre ville, on parlait de l'inclusion à l'école. Très bien, le dispositif humain est essentiel, mais il faut aussi que l'école, elle soit physiquement accessible. Et parfois, il n'y a pas besoin, moi je le disais quand j'étais maire adjoint chargé de ces questions à Paris, l'école, elle fait 5 étages. La question, c'est pas de rendre les 5 étages accessibles, c'est d'organiser l'école pour que l'enfant en situation de handicap puisse tout trouver au rez-de-chaussée, peut-être au premier aussi.
la classe, la cantine, les activités préscolaires, etc. Et c'est possible la plupart du temps. Mais pourquoi ça ne se fait pas la plupart du temps? Parce que, culturellement, une institution, parce que pas pointer une institution particulière, mais une institution, elle a tendance à se structurer autour d'elle-même et de ses contraintes, et pas autour des personnes qu'elle reçoit. Et ça, ce changement, on voit la différence de mentalité entre D'où ce changement de paradigme. Il est fondamental. Il est fondamental, et encore une fois, il passera par l'école, par l'enfance, par un changement de mentalité. Et ça nous fera avancer considérablement. Daniel Chassaing, sur cette question de l'accessibilité des bâtiments publics, là aussi, il y a encore du chemin à faire. Oui, il y a du chemin à faire, mais il faut aussi qu'il y ait des adaptations, si j'ose dire, qui soient raisonnées, si vous voulez, qui soient pragmatiques. L'exemple vient de le dire, il ne s'agit pas d'adapter tout, mais adapter des locaux qui peuvent être disponibles soit dans une mairie, soit dans une école, où les personnes handicapées peuvent entrer. Et je voudrais dire que, effectivement, la performance qu'a fait le jeune qui est arrivé aujourd'hui au Sénat montre que, même si on est handicapé, on peut aussi faire des performances comme tout le monde, et à condition, et ça part de l'école, qu'il y ait un accompagnement, et qu'il y ait un accompagnement individualisé. Ça va partir de l'école, où tous les services spécialisés sont autour de l'enfant. Il faut absolument que, comme l'a dit Madame le ministre, il y ait une école inclusive, et ensuite, après, eh bien, les enfants seront tout à fait intégrés dans la société. Il faut aussi que les logements soient adaptés et intégrés aussi au cœur du bourg. Ouais. Sophie Cluzel et ensuite Éric Blanchet. Pardon. Alors, j'ai reçu Édouard Détré hier aussi, et au-delà de cette performance, certes, pour alerter, ce qui est très intéressant, c'est son entrepreneuriat. C'est un homme d'affaires qui se fabrique dépasse. des fauteuils roulants et il plaide pour le Made in France, c'est ça? Fauteuil roulant français. Et je pense que nous allons l'accompagner justement pour essayer de structurer son entreprise, parce qu'il a une vraie réflexion sur un produit français, une expertise française. Et son handicap, je dirais, est accessoire, puisque ce qui est vraiment flagrant, c'est sa capacité managériale avant tout. Et c'est bien dans ce changement de regard, de regarder les compétences de la personne, de regarder son talent avant de s'arrêter au handicap. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le sénateur. C'est ce changement de regard qu'il faut qu'on entraîne. Arrêter de regarder le handicap, mais regarder la personne. Et Édouard a fait quelque chose d'assez important, c'est de prouver justement qu'économiquement, il est entrepreneur avant tout, avant d'être personne handicapée. Et en plus, il joint vraiment son expertise de personnes handicapées au service de son entreprise et de son projet économique. Sur l'accessibilité, on en discute beaucoup. C'est vrai qu'on a du retard sur la mise en accessibilité, mais qui date depuis très longtemps, parce que quand on n'avait pas de problème économique, c'était pas la priorité majeure. Le handicap, c'est jamais la priorité, ça vient jamais au bon moment. Aujourd'hui, certes, il y a des problèmes économiques, mais je pense qu'il faut être exigeant quand même sur cette accessibilité de l'environnement, parce que de toute façon, si on veut une société inclusive, ça passe par une école inclusive, mais pas qu'une école physiquement inclusive. C'est ce que j'ai envie de dire, ce sont les plans inclinés du savoir, c'est la pédagogie adaptée. Une entreprise inclusive, ça ne veut pas dire une entreprise physiquement, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, c'est-à-dire savoir s'adapter à tous les types de handicap, ce qui du coup nous fera revoir toutes les problématiques de financement sur un autre regard. Éric Blanchet. Alors, c'est vrai qu'on axe beaucoup sur l'accessibilité, et souvent l'accessibilité des bâtis, et je rejoins la ministre sur l'accessibilité universelle, mais il y a un sujet qui va être majeur aussi pour le changement, l'accompagnement au changement, c'est comment accompagne-t-on les professionnels? Parce que les professionnels, c'est les premières personnes qui sont proches des personnes qui sont soignées, formées, accompagnées, les moniteurs qui sont dans les ESAT, c'est la posture professionnelle de l'accompagnant. Et pourquoi est-ce qu'on accompagne? C'est quoi l'objectif de l'accompagnement d'une personne handicapée? Est-ce que c'est un objectif de la maintenir sur une situation A, en restant à A et pas en passant à B ou à C ou à D? Ou est-ce que l'objectif, c'est de dire, on va pour que cette personne parte de mon établissement pour aller sur l'étape suivante? Donc c'est la construction d'un parcours. Or aujourd'hui, la formation des professionnels n'est pas toujours celle-là.
alors qu'ils font du bon boulot, du très bon boulot, ils sont auprès des gens, ça ne remet pas en cause les compétences. Mais les compétences, pourquoi? C'est quoi l'objectif? Et évidemment, la posture change. La posture change du professionnel parce qu'elle sait qu'elle est dans la construction de quelque chose de nouveau. Et ça, il faut accompagner. C'est un sujet que l'ADAPT rend majeur aujourd'hui dans son projet, parce qu'on n'ira pas vers l'empowerment quand on parle de la capacité d'agir des personnes handicapées, quand on dit qu'il faut qu'elles aient le choix. Il faut former la personne pour qu'elle se dise « mais j'ai le choix, je peux avoir le choix ». Donc j'arrête d'être passif aussi parce qu'on me met dans cette situation-là. Mais encore faut-il que le professionnel, que l'organisation qui est à côté d'elle, lui permette de le faire. Et donc ça, on doit accompagner, parce que la société inclusive, c'est vous, c'est moi, c'est madame, c'est tout le monde. Et la posture, eh bien, il faut qu'on l'ait ensemble. Et ça, c'est essentiel. Bernard Jaumier, il y a aussi le problème du financement des organismes d'insertion professionnelle. On l'évoquait, la Cour des comptes finalement s'est inquiétée des dysfonctionnements. Elle parle d'une gestion coûteuse et mal maîtrisée. Là aussi, il faut tout remettre à plat, selon vous? En tout cas, il y a deux grands organismes. On peut se demander s'il doit rester deux grands organismes distincts. C'est une question qui doit être regardée tranquillement en regardant les tenants, les aboutissants. Il y a un système de financement qui n'est pas très vertueux, au fond, puisque ce sont les amendes récoltées du fait du non-remplissage des obligations légales des employeurs en la matière qui financent le dispositif. Et donc, au fur et à mesure que les taux montent, il y a un assèchement du dispositif. Or, il y a des besoins de formation qui restent extrêmement importants. Donc, il y a là, clairement, un dispositif à revoir, à rationaliser. La Cour des comptes a raison, mais il y a bien d'autres problèmes en matière. Je voudrais juste ajouter un mot, si vous me le permettez, c'est que il y a, dans le regard de la société, il y a une méconnaissance de ce que sont les personnes en situation de handicap. Et moi, j'ai beaucoup travaillé à ce qu'on accueille un événement à Paris qu'on va avoir, ce sont les Jeux. Parce que moi, j'ai travaillé sur la partie des Jeux paralympiques. Olympiques et paralympiques. C'est extraordinaire, les Jeux paralympiques. J'ai eu la chance d'aller à Rio, mais alors là, les valeurs d'égalité et de fraternité, on les trouve. Une famille, quelque part, qui porte ces valeurs, c'est extrêmement émouvant. Et bien préparer les Jeux paralympiques à Paris, on a vu, par exemple, en Chine, un avant et un après pour les personnes en situation de handicap. En Grande-Bretagne aussi. Voilà, plus près de nous. Mais donc ça transforme une société. Donc là, les grands événements comme ça, ils font sens. Daniel Chassaing, sur ce point peut-être, et aussi sur la question justement du financement de la GFIP. Est-ce que ça fera partie des réflexions dans le groupe de travail du Sénat? Oui, bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord avec des événements comme les Jeux paralympiques qui, effectivement, transforment la société par la vue qu'ils ont, et puis aussi les familles qui accompagnent les personnes handicapées. En ce qui concerne le financement, moi je pense qu'il faut davantage... Oui, il faut continuer le financement, peut-être plus de financement, mais il faut aussi accompagner les entreprises, parce que souvent, ignorent qu'elles pourraient, dans leur personnel, avoir des personnes qui ont une certaine déficience, et c'est surtout... ne sont pas formés pour mettre en place des dossiers, pour monter des dossiers, pour avoir ces emplois-là. Et je pense bien sûr aussi que dans le financement, j'y reviens, à avoir davantage de places en ESAT et en entreprise adaptée, parce qu'on a quand même 20% de personnes au chômage, ça fait 400 000, c'est quand même très important. Alors, je dis que dans l'espace public aussi, eh bien, il y a quand même moins de 5% aussi dans les mairies, enfin tout ce qui est collectivité publique, il n'y a que 5% de personnes handicapées, un peu moins, et 3,5% en entreprise, donc on a beaucoup de progrès à faire. Ouais. Éric Blanchet. Le lien avec le grand public est essentiel aujourd'hui. Alors vous parlez des Jeux, c'est un élément extrêmement important. Je pense que le rôle des médias, du cinéma entre autres, on a vu les quelques succès grand public qui ont aussi changé un peu le regard sur le handicap, même si des fois c'est une histoire, bien sûr, c'est une histoire, et c'est encore mieux quand c'est une comédie. On voit aujourd'hui des humoristes en situation de handicap, et ils ont du succès parce qu'ils ne sont pas handicapés, mais parce qu'ils sont humoristes. Mais ils apportent aussi ce changement, et les gens percutent et se disent «
cette personne, elle est handicapée, mais quelque part, on passe une excellente soirée. Donc, c'est aussi ce maillage qu'il faut créer tout doucement et certainement. Et les médias ont une vraie responsabilité aujourd'hui sur le fait de la non-reconnaissance de la personne handicapée. Il faut qu'on voit dans les médias les personnes handicapées, parce que une personne handicapée, ça peut être un journaliste, ça peut être un technicien. Il faut de la visibilité. Et ça, c'est essentiel. Et je crois que le CSA a avancé un peu sur ce regard-là et un niveau d'exigence peut-être un peu plus important aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin avec vous, Sophie Cluzel. Encore que 0,6% de représentation des personnes handicapées dans les médias, alors qu'ils représentent presque 12 millions. Donc, ils représentent presque 20 à 25% de la population. Donc, on voit qu'on a une marge de progrès. Mais vous avez raison de le dire, pour changer le regard, il faut voir la personne. Donc c'est pour ça que nous voulons faire la promotion le 26 avril du Duo Day, qui sera une journée nationale où il y aura une rencontre entre une personne handicapée et une personne ordinaire en situation d'emploi. Nous le travaillons. Le 26 avril, je fais un appel vraiment national du plus haut, du chef de l'État jusqu'aux entreprises privées, aux artisans, aux professeurs d'école. Voilà, il faut que l'on travaille cette journée de rencontre. Et je fais appel aux médias pour porter justement la visibilité des talents des personnes et cette rencontre. Vous allez me dire que c'est anecdotique, mais encore une fois, nous ne voyons pas la personne handicapée dans notre société. Bon, je rappelle aussi que 80% des handicaps sont invisibles, ce qui aussi parfois fait état de cette méconnaissance de la personne handicapée. Mais là, on a un vrai enjeu. Dans les Jeux paralympiques, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des bénévoles en situation de handicap, des volontaires qui soient dès les Jeux olympiques aux manettes de l'accueil du public étranger, parce qu'on a une vraie vitrine, vous l'avez dit, non seulement par le talent de nos athlètes, mais aussi par la participation de la personne en situation de handicap dans la cité. C'est ça que nous cherchons, et c'est comme ça qu'on aura une société inclusive. Montrons à voir les talents des personnes. Eh bien, merci beaucoup Sophie Cluzel, merci d'être venue sur ce plateau, merci à vous Bernard Jomier, merci Éric Blanchet, merci Daniel Chassaing. On va maintenant passer à l'actualité parlementaire avec le Sénat qui a donné hier son feu vert à la ratification des ordonnances qui réforment le Code du travail. C'est presque passé inaperçu, Tam Tranui, ce vote. Vous avez suivi pour nous les débats depuis l'hémicycle. Effectivement, les sénateurs ont hier voté à main levée aux alentours de 23h pour adopter ce projet de loi qui ratifie les ordonnances qui réforment le Code du travail. Cela à l'issue d'une discussion de 2 jours, discussion très consensuelle dans un climat très constructif. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné la ministre Muriel Pénicaud qui a rendu hommage au travail rendu par la Commission des affaires sociales qui, il faut le noter, était très favorable à la philosophie d'ensemble du texte. Mais elle a aussi rendu hommage à la qualité de l'ensemble des sénateurs et de leur travail. Écoutez. Sur certains points, le Sénat a enrichi le texte, sur d'autres, non, mais bon, l'histoire n'est pas tout à fait finie. Je voulais aussi remercier l'ensemble des sénatrices et sénateurs, parce que je trouve que la manière dont les débats sont posés de façon approfondie, au fond, avec une rigueur, mais aussi une volonté d'aller au bout des débats, voilà, c'est un bel exercice démocratique. Sachez que toutefois, malgré la qualité des débats, le groupe de La République En Marche n'a pas voté pour ce texte. Le groupe s'est simplement abstenu car la majorité sénatoriale de droite a apporté sa marque au projet de loi. Une majorité qui estime que le texte modifié est équilibré, que les débats ont aussi montré qu'il y avait bien 2 conceptions très différentes des rapports entre entreprises et salariés dans l'hémicycle. Écoutez la centriste Catherine Fournier. Certains voient l'entreprise comme un lieu de conflit entre salariés et employeurs dont les relations ne seraient basées que sur un rapport de suspicion et de force. D'autres, dont je fais partie avec les sénateurs de mon groupe et plus largement de la majorité sénatoriale, croient au contraire qu'il faut faire confiance, pouvoir faire confiance. Confiance dans l'intelligence collective de ces communautés que sont les entreprises, confiance dans la capacité qu'ont les femmes et les hommes qui y travaillent, salariés et employeurs, à comprendre qu'ils ont les intérêts communs et qu'ils doivent agir en conséquence. Et finalement, seule la gauche de l'hémicycle était là pour réellement s'opposer à ce texte dont le cheminement législatif se termine donc, vous l'avez dit, dans la discrétion. Pourtant, on se le rappelle, il y a quelques mois, ces ordonnances ont fait l'objet de véritables contestations, de véritables manifestations. Mais voilà, cette période paraît bien loin, ce que regrette le communiste Dominique Vatrin.
nous pouvons regretter le peu d'écho de nos débats alors que nous nous apprêtons à voter un texte qui va profondément bouleverser le droit du travail. Comme nous avons eu l'occasion de le dire, l'application depuis le 1er janvier déjà de certaines dispositions des ordonnances explique certainement ce manque d'intérêt. Ces 5 ordonnances généralisent pourtant l'inversion de la hiérarchie des normes entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche, suppriment le principe de faveur en bien des domaines et flexibilisent le travail. Les ordonnances réformant le Code du travail sont donc en train de passer sans trop de difficultés, tout en douceur, notamment parce qu'elles ont pris de court leurs détracteurs en entrant très rapidement en application. C'est d'ailleurs le principe même des ordonnances. Résultat, les mesures qu'elles instaurent, elles sont déjà là, notamment la rupture conventionnelle collective dont on parle beaucoup ces derniers jours, que s'approprient avec plus ou moins de succès de grandes entreprises telles que Pimki, la Société Générale ou encore PSA. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Le tribunal de grande instance de Paris vient de débouter le référé de la députée de Deux-Sèvres, Delphine Batho. Elle estimait être empêchée de briguer à la tête du Parti socialiste. Je vous propose d'écouter la réaction de Rachid Temal, sénateur socialiste du Val-de-Marne. Il était au micro de Saveria Ojek. Tout à l'heure, on l'écoute. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Delphine Batho a donc été déboutée, on vient de le dire, de son action en justice. Je rappelle qu'elle a attaqué le PS sur le respect des statuts. J'imagine que vous saluez cette décision. Je la salue d'autant plus qu'elle nous semblait naturelle et normale. Le partialiste respecte ses statuts. D'ailleurs, nous avons respecté tellement les statuts que nous avons ajouté un vote militant. Et donc, la justice l'a dit. Et c'est la deuxième décision de justice en quelques jours. Le partialiste respecte ses statuts. Très précisément, elle parlait de traficotage des statuts pour reconduire une aristocratie politique. Madame Delphine Batho, ancienne ministre en sécurité nationale, peut-elle connaître cette aristocratie? Je ne la connais pas, moi. Ce qui est clair, c'est que la justice dit très clairement que Madame Batho a tort. Et elle ne peut plus maintenant dire cela. La justice a donné raison à ce que nous disions depuis le début. Et donc maintenant, j'invite Madame Delphine Batho à sortir des prétoires et aller dans un congrès. Un congrès, c'est de proposer une orientation militant et de respecter les règles communes. C'est beaucoup mieux pour chacun. Elle décrit le parti comme une petite mafia avec ses parrains. Elle parle de congrès illégitime. Vous lui répondez quoi, vous qui êtes en charge de ce congrès? Moi qui suis en charge du partialisme, je le dis simplement. Nous respectons la règle. Madame Batho peut venir à chaque moment. Et je l'invite à cesser dorénavant cette attaque. D'ailleurs que la justice vient de démontrer qu'elles étaient infondées. Il faut que les allégations cessent. Sinon, nous serons obligés de prendre des sanctions. On ne peut pas être dans un parti... Des sanctions. On ne peut pas être dans un parti commencer par traiter tout le monde de mafieux. Parce que mafia, ça a un sens. Et moi, j'ai reçu des centaines de messages de militants qui disent, moi, ça fait 10, 15, 20 ans que je prends sur mon temps de famille pour aller porter nos valeurs, nos idées, pour faire campagne pour des candidats. Et se faire traiter de mafia est inacceptable. Alors c'est samedi qu'on connaîtra la liste définitive des candidats pour la tête du parti. 6 candidats sont aujourd'hui déclarés. Est-ce que vous aussi, vous allez, Rachid Temal, entrer dans cette course d'ici samedi ? Moi, ce que je vous dis, c'est que samedi, chaque motion, parce qu'on parle de candidature, notre parti, nous, c'est d'abord, on dépose une orientation, donc un texte d'orientation. Ils seront déposés samedi, et donc à 16h, nous regarderons si les textes répondent bien évidemment au statut, parce que il faut que Madame Batho sache bien que nous respectons bien nos statuts. Et à 17h, j'aurai l'honneur, en tant que coordinateur de partialiste, de vous indiquer publiquement la liste des motions qui seront proposées au vote des militants. Mais est-ce que d'ici samedi, vous serez candidat ou pas ? Vous savez, c'est seulement à ce moment-là que vous connaîtrez la liste définitive. Soyez rassurés. Nous aurons un congrès qui sera un congrès sur le fond, c'est ce que je souhaite. Un congrès qui permette l'autonomie et la rénovation du partialiste. Et c'est à mon avis ce qui importe beaucoup plus les militants aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Merci. Rachid Temal d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Saveria pour cette réaction. Je vous le disais en titre, focus à présent sur la situation des réfugiés syriens au Liban. Ils sont aujourd'hui près de 1,5 million sur un total de 4 millions d'habitants. Leur présence pèse à la fois sur l'économie, mais aussi sur le fragile équilibre confessionnel du pays. Une délégation de sénateurs emmenée par le républicain Bruno Retailleau s'est rendue sur place. Reportage de Fabien Recker. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Les consultations s'enchaînent dans ce centre d'accueil de jour de la banlieue de Beyrouth. Situé dans un quartier populaire à majorité chiite, le dispensaire des Sœurs du Bon Pasteur offre des soins gratuits et un accompagnement médico-social aux familles alentours. Ça fait 4 ans que je vis ici au Liban. Ici, je vis bien. Aujourd'hui, je suis venue pour une consultation. Le dispensaire accueille jusqu'à une centaine de personnes par jour, 1500 chaque mois en moyenne.
des familles libanaises, des réfugiés irakiens, mais 60% des patients sont des réfugiés syriens. Dieu est pour chacun, mais le dispensaire est pour tous. Et surtout ce que nous offrons, au-delà du médicament, au-delà de la consultation, c'est le contact humain chaleureux qu'on essaie d'offrir à ces gens-là. Une délégation du Sénat français visite le dispensaire ce matin. La présence massive des réfugiés syriens au Liban met le pays sous tension. On estime leur nombre à près d'1,5 million de personnes et il y a désormais plus de petits Syriens que de Libanais dans les écoles publiques du pays. Les Syriens représentent aussi une concurrence à bas coût pour la main-d'œuvre libanaise. Comment est-ce qu'un pays de plus de 4 millions d'habitants peut porter le poids d'1,5 million de réfugiés? C'est impossible. Je ne crois pas que dans l'histoire et dans le monde, il y ait eu ce type de précédent. Donc ça cause énormément de problèmes. Au Liban, de plus en plus de voix s'élèvent pour le départ des réfugiés. Mais tant que la guerre fait rage en Syrie, difficile de garantir leur retour en sécurité. Gratitude, je suis très heureux, merci de nous recevoir ici, nous sommes fiers et honorés. Les sénateurs sont reçus par le patriarche maronite Monseigneur Rai, la plus haute autorité religieuse des chrétiens libanais. Pour lui, le temps presse, les réfugiés syriens doivent partir. Il faut que la communauté internationale aide pour le rétablissement de la paix et que ces Syriens aient leur droit naturel de rentrer chez eux pour reprendre leur vie nationale, reprendre leur culture et reprendre leur histoire. La communauté maronite exige avec plus de virulence que les autres le départ des Syriens. En grande majorité sunnite, ils bousculent le fragile équilibre confessionnel libanais. Un équilibre déjà mis à rude épreuve par les ingérences étrangères entre l'emprise de l'Iran via le Hezbollah et les prétentions hégémoniques de l'Arabie saoudite. Rencontre avec le Premier ministre Saad Hariri, le récent feuilleton de sa vraie fausse démission depuis Riyad, visiblement sous l'emprise des Saoudiens, avait plongé le pays dans l'incertitude. À l'issue d'un entretien à huis clos, déclaration à la télévision libanaise pour nos parlementaires français. Nous pensons que le Liban est un message. Le problème, c'est qu'on l'a bien vu dans l'histoire, avec la question palestinienne, mais aussi maintenant avec la question syrienne, la question aussi israélienne. C'est des ingérences extérieures souvent. C'est-à-dire que les crises que connaît le Moyen-Orient ont trouvé souvent une sorte d'exutoire pour le Liban. La conférence du Cèdre se tiendra à Paris au début du printemps. Au menu, une aide financière et des investissements pour le Liban, pays ami de la France, au croisement de toutes les tensions qui secouent le Moyen-Orient. Et Antoine Sfer, politologue, directeur de la revue Les Cahiers de l'Orient, est mon invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Antoine Sfer. Bonjour. On vient de voir dans ce reportage de Fabien Recker ce changement finalement du sentiment des Libanais envers les réfugiés syriens. En 2011, il y avait plutôt une certaine empathie au début du soulèvement. En Syrie, aujourd'hui, on parle même d'hostilité envers ces réfugiés. Comment l'expliquer? Pas d'hostilité, mais de peur. C'est certain, de peur, parce que votre reportage le signale bien, c'est quand même le quart de la population libanaise, ce qui est énorme. Ajouté aux 400 000 réfugiés palestiniens qui sont déjà sur le territoire, ça fait beaucoup pour un pays aussi grand que la Dordogne, qui a du mal à recevoir encore et encore. D'autant que dans toute son histoire, le Liban est une montagne, un refuge, donc qui a reçu énormément, qui a l'habitude de recevoir, à commencer au XXe siècle par, après le génocide arménien de 1915, il a fait des Arméniens des citoyens du pays. Il n'y a pas un gouvernement qui n'a pas de ministre arménien, au moins dans le pays. Donc il a l'habitude, ce pays a l'habitude de ça. Et puis il y a aussi des réactions parfois étonnantes. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale a pris la décision il y a quelques mois que les enfants des réfugiés devaient aller à l'école. Eh bien, il a obligé toutes les écoles, y compris les écoles confessionnelles, catholiques, religieuses, musulmanes et tout, à rouvrir les portes de l'école à 14h30 jusqu'à 18h30. C'est étonnant. En même temps, il y a la peur et on les accueille. En même temps, on les éduque, on les instruit. C'est à l'honneur de ce gouvernement, en tout cas, qu'ils le font.
Mais il y a aussi, c'est vrai, la peur. Alors à côté de ça, les Libanais sont heureux d'avoir des, comme ils appellent ça, des valet parking, autrement dit des voituriers maintenant dans tous les restaurants du pays. On crée c'est vrai, de véritables métiers ou des métiers peu ou plus ou moins précaires, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a un problème de chômage des Libanais eux-mêmes. Oui, 20%, hein, c'est le taux de chômage. On voit que cette présence des Syriens pèse sur l'économie. Il y a quand même, malgré tout, un sentiment d'être envahi par une main-d'œuvre syrienne finalement bas prix. Oui, il y a ce sentiment qui est complètement partagé, d'ailleurs, par toutes les compagnies, les communautés. Il n'y a pas une seule communauté qui a peur, il n'y a pas les chrétiens d'un côté, tout le monde a peur. Même la communauté sunnite qui croyait avoir énormément de réfugiés sunnites se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des druzes, il y a des chiites, Alors, des communautés accueillent leurs coreligionnaires, comme les druzes qui accueillent plus facilement les druzes que les autres, mais également les chiites, qui arrivent également à renforcer la population chiite au Liban. Vous savez, on dit beaucoup de choses sur le Liban. Tout d'abord, corrigeons un chiffre. On vient d'annoncer, il y a à peine en décembre 2017, que le nombre de réfugiés est tombé d'1,4 million à moins d'1 million. Donc déjà, il y a pas mal de gens qui sont... Ce sont les chiffres de l'ONU, mais les autorités disent finalement on ne les a peut-être pas tous enregistrés, ces réfugiés. Non, ce sont les chiffres et de l'ONU et également des observateurs sur place. Donc on est maintenant dans une phase de pré-retour en tout cas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont rester. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient rester en tout cas, parce qu'ils trouvent plus facilement du travail et plus aisément au Liban, bien entendu. Pour autant, Michel Aoun, le président libanais, juge urgent le retour de ces réfugiés syriens. On voit que cette question divise les autorités libanaises. Divise peut-être pas, en tout cas, est un élément du débat au sein du gouvernement libanais. Mais il est certain aujourd'hui que le débat existe et que l'enjeu est de savoir si oui ou non on peut faire rentrer actuellement dans l'état actuel des choses. Les combats se poursuivent en Syrie, il ne faut pas l'oublier. Donc actuellement, est-ce qu'on peut faire rentrer réellement les Syriens chez eux ? Est-ce que les régions sont suffisamment sécurisées, les régions d'où ils viennent en Syrie? C'est tout l'enjeu de cette question? Alors ça dépend d'où ils viennent, comme vous le dites très justement, mais il est certain que les régions de ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire d'Alep jusqu'à Damas, en passant par Homs, Hama, Latakia, Banias, Tartus et Souaïda dans le pays, dans le Djebel Druze, elles sont pour le moment sécurisées. Mais que veut dire sécurisées dans un pays où la population est pour la plupart armée? Et donc ça peut repartir à n'importe quel moment. Pour le Premier ministre Saad Hariri, le retour doit être conditionné à la chute du régime de Bachar al-Assad. On voit qu'il y a une différence d'appréciation entre le président et le Premier ministre. Là, malheureusement, je dirais, en tout cas pour le moment, ce n'est plus d'actualité, puisque aucun des pays occidentaux qui est impliqué là-dedans ne se trouve impliqué dans un débat qui existait auparavant, le débat où l'exil de Bachar al-Assad. Pour le moment, Bachar al-Assad est là. Ou on fait avec, ou on n'en fait pas. Ou on lui demande de partir, mais qui va lui demander de partir? Ou on lui demande de ne pas partir. En 2011, son départ était quasiment une possibilité, une réalité probable. Mais aujourd'hui, avec l'intrusion russe, avec l'intrusion iranienne, avec l'intrusion également de certains pays occidentaux, on ne sait plus maintenant s'il y a encore une chance, même avec des élections, de le voir partir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, certains sondages le donnent gagnant au premier tour, même avec des observateurs des Nations Unies et des observateurs de l'Union européenne. Donc on est réellement dans l'inconnu total. Quel avenir pour ces réfugiés syriens? Il n'y a pas de statut de réfugié politique au Liban?
Si, il y a quelques réfugiés politiques, mais qui doivent passer par la justice, c'est-à-dire le tribunal, etc. Non, en général, c'est le contraire. La diaspora libanaise est la seule aujourd'hui où il y a plus de Libanais, 3 fois plus de Libanais en dehors du Liban qu'au Liban. Aujourd'hui, la première ville libanaise, c'est São Paulo. La deuxième ville libanaise, c'est Buenos Aires. La troisième, c'est Detroit. La quatrième, c'est Kano au Nigeria. La cinquième, c'est Beyrouth. Donc on est également dans un pays qui émigre, dont la population émigre avec des vagues d'émigration, bien entendu. Ils s'exposent à des représailles, selon vous, ces réfugiés syriens, s'ils retournent dans leur pays? C'est le risque que le gouvernement libanais ne souhaite pas prendre? J'espère non, bien entendu, mais vous savez très bien qu'au Proche-Orient, tout est possible. Je n'en sais rien. Je n'ai pas la boule de cristal, mais il est certain aujourd'hui que, à part une assurance de la part des Occidentaux qui ont les moyens de le faire, et notamment les Européens, parce que autant les Américains sont peut-être présents sur place, autant ils ne sont pas aimés, ni par les uns ni par les autres. Donc il n'y a que les Européens qui sont acceptés, et en particulier l'Allemagne, la France, l'Italie, enfin tout ce qui est Méditerranée orientale. C'est au rôle aussi de la France d'aider le Liban dans l'accueil de ces réfugiés, en donnant plus de visas humanitaires, en prenant une certaine solidarité? Oui, ce serait quand même très utile, ne serait-ce que pour payer les professeurs qui font des heures supplémentaires pour les instruire. Mais à côté de ça, il serait bon aussi que ceux qui ont créé ce chaos, cette dynamique de chaos dans la région, aussi passent, je veux parler des pays du Golfe. Il faut quand même s'étonner qu'aucun migrant n'a envie d'aller dans un des pays du Golfe. C'est quand même étonnant. Il faudrait peut-être les mettre à contribution. Il faudrait mettre à contribution les États-Unis, qui ont énormément aidé à rendre cette situation aussi précaire et chaotique. Eh bien, merci Antoine Sfer d'être venu sur ce plateau pour votre éclairage. C'est moi qui vous remercie. On va continuer à parler de l'actualité parlementaire. On retourne dans l'hémicycle où nous attend Tam Tranui. Tam, cet après-midi, les sénateurs ont poursuivi l'examen d'un texte qui concerne cette question de l'asile européen, justement. Et oui, effectivement, et les sénateurs sont en train de débattre de cette proposition de loi issue de l'Assemblée nationale, bien précisément du groupe des constructifs. Son objectif, c'est de faciliter le transfert des migrants dont la demande d'asile relève d'un autre pays européen, comme le dit le fameux règlement de Dublin. Ce règlement dit que lorsqu'un migrant arrive par exemple par la Grèce et qu'il y dépose sa demande d'asile et que ce migrant part ensuite par exemple pour la France, eh bien la France doit le renvoyer en Grèce, le premier pays européen par lequel il est passé. Un règlement fragilisé depuis le mois de septembre par une décision de la Cour de cassation qui interdit à la France de placer en centre de rétention ces fameux migrants dublinés. Or, ces migrants, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux, a dit tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, que l'on écoute. Ce sont surtout les flux de rebond, c'est-à-dire les personnes ayant déjà demandé l'asile dans un autre pays européen et venant tenter leur chance dans l'Hexagone, qui alimentent cette hausse continue de la demande. Jusqu'à une période récente, ces flux de rebond étaient très minoritaires. En 2016, ils représentaient seulement 11% des demandes d'asile. Mais depuis quelques mois, la donne a changé. En 2017, 36% des demandes d'asile en France, soit 41 500 demandes, émanaient de personnes relevant de l'application du règlement Dublin. Alors concrètement, que fait cette proposition de loi? Eh bien, elle définit de façon beaucoup plus précise la notion de risque de fuite, la base légale sur laquelle les migrants sont placés en rétention. Le texte dit aussi, par exemple, qu'un étranger refusant de se faire saisir ses empreintes ou ayant détruit volontairement les documents administratifs qui indiquent sa provenance peut être placé pour ces motifs en centre de rétention. À gauche, on juge que l'intitulé du texte qui vise, je cite, à la bonne application du régime d'asile européen est trompeur, qu'il s'agit d'un doux euphémisme, alors qu'il s'agit là d'un texte qui veut affaiblir le droit d'asile. Écoutez à ce propos Esther Benbassa. L'objectif de cette PPL, déposée opportunément par les députés constructifs, à quelques mois de l'examen du projet de loi Asile et Immigration,
est uniquement d'augmenter le nombre de placements en rétention pour accroître celui des reconduites à la frontière. Retour à une politique du chiffre, donc, et au tout répressif en matière de politique migratoire. À gauche, on estime tout d'abord que, premièrement, la procédure Dublin ne fonctionne pas, qu'elle est inéquitable et qu'elle renvoie les responsabilités de régulation au pays d'entrée. Ensuite, que cette proposition de loi est en elle-même injuste puisqu'elle ne fait pas la différence entre une personne qui s'est simplement fait enregistrer dans un pays d'entrée et une personne qui a fait la demande d'asile. Mais sachez que la gauche est bien seule sur ses positions dans l'hémicycle puisque La République En Marche, la droite et le centre, ici, parle de concert et que ce texte devrait être adopté. Merci à vous, Tam, pour toutes vos précisions. C'est une des conséquences de l'affaire Weinstein. Le nombre de plaintes pour viol et agressions sexuelles a augmenté de 12 et 10% en France, avec un pic en fin d'année. Dans ce contexte, Jacques Toubon était entendu ce matin par la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Le défenseur des droits plaide pour une simplification de la loi. Clément Perrault. L'expertise juridique en matière d'agression sexuelle. Voilà ce que Jacques Toubon, le défenseur des droits, est venu apporter à la délégation aux droits des femmes du Sénat. Son message principal, la loi en la matière doit être simplifiée. Nous avons aujourd'hui en réalité 3 définitions du harcèlement sexuel, l'une dans le code pénal, l'autre dans le code du travail et le statut de la fonction publique, et puis une autre dans la loi sur les discriminations. Probablement qu'il faudrait prendre la définition la plus englobante et tout réunir dans une seule définition. Mais l'ancien garde des Sceaux dépasse le cadre législatif et plaide aussi pour un changement de mentalité globale dans la société française. Il y a un travail d'éducation, il y a un travail de formation approfondi depuis le plus jeune âge, l'éducation à la sexualité des plus jeunes enfants jusqu'à la formation des magistrats, des médecins, des policiers, car aujourd'hui il est clair que quelle que soit la qualité des lois, on ne fera pas face à ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y aura toujours trop peu de plaintes, trop peu de condamnations, si les mentalités ne changent pas et si on continue à penser qu'il fait partie de la nature des choses que les hommes dominent les femmes. La délégation planche autour du projet de loi du gouvernement sur les agressions sexuelles. Les travaux se font en collaboration avec la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme Marlène Schiappa. L'objectif est que les plaintes puissent davantage aboutir. Très peu, en réalité, de femmes victimes de violences sexuelles ou de harcèlement vont au procès, vont en justice et ont gain de cause. Je crois que c'est de l'ordre de 6% pour les femmes victimes de harcèlement qui obtiennent une condamnation. Donc c'est extrêmement ridicule. Un rapport du ministère de l'Intérieur publié ce matin indique une augmentation de 10% des plaintes pour agression sexuelle en 2017, avec un pic en fin d'année dans le sillage de l'affaire Weinstein. Cette tendance appelle à une amélioration rapide de la prise en charge des plaintes. Le projet de loi du gouvernement sera dévoilé avant l'été. Et on va continuer les réactions avec vous, Saveria Rojek, depuis la salle des conférences. À vos côtés, la sénatrice LR Céline Boulay-Espéroni. Bonjour Céline Boulay-Espéroni, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous avez donc assisté ce matin à l'audition du défenseur des droits, Jacques Toubon. Une audition, on l'a dit, sur les violences faites aux femmes. Quelles ont été la teneur de vos échanges avec Jacques Toubon? Bon, alors c'était vraiment très intéressant, très dense, très technique. Nous l'avons auditionné pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Alors, globalement, les violences faites aux femmes, nous les traitons dans le cadre des auditions de la délégation aux droits des femmes. Et cette audition avait lieu dans le cadre de cette délégation. Simplement, ce matin, il s'agissait plus particulièrement des cas de situation de harcèlement sexuel au travail. Voilà. Donc, Jacques Toubon a fait 13 préconisations. Nous les avons toutes écoutées avec beaucoup d'attention. Il va nous les synthétiser, nous les envoyer dès demain pour une meilleure étude. Des préconisations de quel ordre? De quel ordre? De différents. Alors, je ne saurais évidemment vous citer les 13 préconisations là tout de suite, mais par exemple sur la formation, sur l'information. Alors, l'information, ça concerne les enfants à l'école, notamment mettre en place des systèmes d'éducation à l'égalité sexuelle, à la formation à l'égalité des sexes. Et la formation, par exemple, pour former les magistrats, pour former les forces de sécurité, les gendarmes, les policiers, de manière à ce qu'ils soient formés au moment du dépôt de plainte et quand ils reçoivent les victimes de harcèlement. Si vous deviez dresser un état des lieux de la situation en France aujourd'hui, sur cette question, quel serait-il ?
Eh bien, écoutez, il y a encore fort à faire. Évidemment, la question qui est au cœur des préoccupations, alors de l'audition de ce matin et de la délégation et de nous autres parlementaires de manière générale et du gouvernement, bien entendu, c'est toujours comment prévenir les cas de harcèlement et de violences faites aux femmes en France. Alors évidemment, en améliorant toujours, encore et toujours l'arsenal juridique et puis tout ce qui est formation, information, etc., etc. Alors justement, en novembre dernier, le chef de l'État Emmanuel Macron a annoncé un grand plan contre les violences faites aux femmes. Est-ce que, selon vous, ce plan est suffisamment ambitieux? Eh bien écoutez, nous allons le voir, évidemment, il nous faudra des preuves. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en faisant la cause du quinquennat, il inscrit ça d'une certaine manière dans la durée. Or, ce que nous disions ce matin, c'est que, évidemment, dans une période hyper médiatisée que nous vivons, un événement chasse l'autre. Or, nous avons besoin de nous inscrire dans la durée pour mieux lutter contre ces fléaux. Et je pense que c'est l'idée du gouvernement, mais nous verrons à l'usage. Est-ce que, à votre sens, la justice a les moyens suffisants pour lutter contre ces violences? Ou est-ce qu'il faut encore, vous êtes parlementaire, est-ce qu'il faut encore renforcer l'arsenal judiciaire? Il faut évidemment encore et toujours renforcer l'arsenal judiciaire. J'y faisais référence. Il faut des moyens aussi financiers, des moyens humains. Et quant à l'arsenal judiciaire, vous savez qu'il y a eu cette loi du 6 août 2012 qui a été, je crois, plusieurs fois changée, mais il faut continuer, bien entendu. Il faut aller plus loin. Oui, il faut aller plus loin et nous y veillerons. Très bien, merci beaucoup. Merci Céline Boulay-Espéronnier d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saveria. Comment en sortir de l'impasse de la grève des gardiens de prison? Depuis 11 jours, les négociations n'ont pas permis de trouver une issue à cette crise. Les conséquences sur les détenus commencent d'ailleurs à se faire sentir, si bien que l'administration pénitentiaire envisage des sanctions contre les grévistes. Ce matin, la chancellerie présentait un nouveau projet d'accord aux syndicats. Sandra Cerquera. Les syndicats des gardiens de prison, reçus depuis hier soir un à un par la ministre de la Justice, pour tenter de reprendre le dialogue après plusieurs échecs des négociations. Les syndicats réclament toujours des mesures concrètes pour travailler plus en sécurité. En réponse, le ministère de la Justice promet plus de moyens. 1500 places pour les détenus radicalisés et non plus 140 comme au départ, à quoi s'ajoute une augmentation des primes et indemnités. Mais pour Force ouvrière, cela ne suffit pas. Il faut changer le statut des gardiens de prison. Il faut du statutaire, donc voilà, l'indemnitaire c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire l'attractivité du métier, la reconnaissance du métier. La catégorie B, c'est une reconnaissance de la technicité. On est des techniciens de l'humain, donc pour nous et ça fait partie de la sécurité, c'est pouvoir recruter plus, recruter mieux et éviter que les collègues qui sont chez nous partent ailleurs. On nous l'a promis il y a 10 ans la catégorie B comme la police, donc aujourd'hui il faut nous la donner. Une réunion de la dernière chance alors que les blocages reprennent dans les établissements pénitentiaires, malgré les menaces de sanctions demandées par l'administration. Une crise qui touche aussi les détenus. Hier, l'un d'eux a déposé un recours pour dénoncer les conséquences du mouvement des gardiens sur ces conditions de détention. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Catherine Procaccia, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne. J'accueille également Pascal Savoldelli, bonjour. Vous êtes sénateur communiste de ce même département, le Val-de-Marne. Vous avez récemment effectué une visite à la prison de Fresnes avec votre collègue Laurence Cohen. On va en parler. Wilfried Fonck, bonjour. Vous êtes avec nous également. Vous êtes secrétaire national UFAP-UNSA. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce projet présenté ce matin par la chancellerie et pour parler aussi de ce problème du monde carcéral. Philippe Combessi, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Nanterre. Première question justement pour vous, Wilfried Fonck. Est-ce que aujourd'hui la chancellerie qui présentait ce nouveau projet, c'est des avancées concrètes ou vous dites on est encore trop loin du compte? Aujourd'hui, on a eu de nouvelles propositions par la chancellerie. Elles méritent qu'on s'y attarde et qu'on les regarde un peu plus. Après, on verra par rapport à ces propositions quelle sera surtout 30 à 34 millions pour les indemnités, la création de 1100 postes. Oui, non, il y a eu un 1500 places pour les détenus radicalisés. Il y a effectivement des avancées là-dessus. Après, comme je vous disais, pour le moment, on va étudier de près ces propositions. Ensuite, la démocratie étant pas un vain mot au sein de l'organisation que je représente, on demandera surtout l'avis
des personnels, puisque le mouvement appartient d'abord au personnel et à aucun mouvement syndical en particulier, et c'est eux qui décideront. Et si jamais il advenait que les personnels se prononcent contre, il est bien évident qu'on ira revoir la ministre en lui disant les personnels ne sont pas satisfaits, on efface tout, on recommence. Est-ce que vous faites confiance à l'exécutif, Pascal Savoldelli, pour sortir de cette crise? Je le disais, ça dure depuis 11 jours, cette grève des gardiens de prison. 11 jours, votre mobilisation, l'intersyndicale d'ailleurs, ce qui m'a amené avec... Il y a d'autres syndicats que le vôtre qui sont mobilisés. Ça m'a amené à écrire à Madame la garde des Sceaux, en reprenant beaucoup des propositions sur la reconnaissance de l'ensemble du monde pénitentiaire, des agents, après une visite le 11 janvier à la prison de Fresnes. Donc, je ne sais pas si c'est confiance ou pas, c'est qu'il y a 15 jours, j'étais sur votre plateau, on avait une crise des policiers. On voit bien que là, on a une situation quand même d'essoufflement et que bon, on a devant nous un univers carcéral, je l'ai vu à Fresnes, où la modernité et la société restaient aux portes de la prison. Et ça, là, on a un devoir de réparer, quoi. On est dans des lieux de sanction, et c'est bien normal. Maintenant, il faut se donner les moyens de la réparation. Sur le plan politique, Catherine Procaccia, est-ce que Nicole Belloubet est la personne adéquate pour gérer cette crise, selon vous? Écoutez, elle est ministre, elle est le garde des Sceaux, donc elle doit être la personne qui doit être capable de gérer, sinon c'est une crise de confiance. Si on n'a plus confiance dans son ministre de la Justice pour régler ce type de problème, moi, je m'interroge simplement de savoir s'il ne faut pas qu'elle ait un appui complémentaire là. Alors que, par exemple, sur les ordonnances du droit du travail, la ministre du Travail avait reçu les organisations syndicales pendant très longtemps. Là, il me semble qu'elle les a reçues une fois d'abord tous ensemble. J'ai le sentiment que cette crise n'était pas préparée, alors que tout l'annonçait, parce que ça fait des années quand même que la situation est difficile. Hein. Moi, j'ai visité par 2 fois Fresnes au cours de mon mandat. La situation est, je ne parle que de Fresnes, mais elle est forcément difficile. J'avais été voir la situation des personnes incarcérées pour radicalisation. On avait discuté en tout cas avec les surveillants, avec les personnes. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu de dialogue entre la ministre en général et les personnels. Philippe Combessis, cette situation effectivement n'est pas nouvelle. Qu'est-ce que ça dit justement, cette crise, cette grève des gardiens de prison sur la situation carcérale en France? Et comme vous le disiez, cette situation n'est pas nouvelle. D'une certaine façon, elle est presque consubstantielle à la place de la prison dans l'ensemble de ce que classiquement on appelle la chaîne pénale. C'est-à-dire que c'est tout au bout et c'est à ces fonctionnaires chargés de l'administration pénitentiaire qu'on confie le soin de s'occuper de tout ce qui ne va pas parmi les personnes considérées comme les plus en difficulté d'adéquation, pour parler presque comme une litote, par rapport à ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est-à-dire ceux qui ont des comportements qui... voilà. Et aussi bien pour les personnes incarcérées que pour le personnel, ça crée des espèces de cocottes minutes qui, j'allais dire, régulièrement, malheureusement, font écho à des tensions qui sont terribles. On ne s'en rend pas compte pendant tout le moment où on n'en parle pas, mais très très régulièrement, aussi bien les personnes incarcérées que les personnes qui travaillent en milieu carcéral sont confrontées à une violence terrible. On ne veut pas voir cette violence en milieu carcéral, selon vous, Wilfried Fonck? Disons que le problème de l'administration pénitentiaire et de la gestion à la fois des personnels et des systèmes, en tout cas du système carcéral en France, dure depuis plus d'une trentaine d'années. C'est pas nouveau, on va dire à la limite même depuis que la pénitentiaire est pénitentiaire, les difficultés sont là. Alors effectivement aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas non plus changer le cours des choses par rapport au mouvement des personnels qui est en cours, il faut bien avoir en tête que le démarrage de ce mouvement de contestation, de protestation, est lié aux agressions qui ont eu lieu à Vendin-le-Vieil par un détenu condamné pour terrorisme islamiste.
Voilà, l'origine est là. Et je pense que lorsqu'on voit qu'il y a, en gros, en moyenne, une douzaine d'agressions violentes, physiques, chaque jour sur les personnels, celle-là, ça a été la goutte de sang de trop. Et les personnels ont décidé, tous ensemble, de se mettre devant les portes. Et aujourd'hui, de poser la question à la ministre, de dire, voilà, on a une mission à remplir, qui est une mission de garde, de sécurité, de réinsertion, qui nous est confiée par l'autorité judiciaire. Aujourd'hui, quels moyens vous nous donnez pour pouvoir remplir ces missions? Est-ce que c'est seulement une question de moyens, cette crise? Est-ce que ça ne dit pas autre chose, Wilfried Fonck? Au départ, c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de dispositions législatives, par exemple, nous avons le fameux article 57 relatif à la fouille des détenus lorsqu'ils ont un contact avec l'extérieur, qui nous vient de la loi pénitentiaire et qui est inspiré par les règles pénitentiaires européennes, qui aujourd'hui, par exemple, nous interdisent de pouvoir fouiller à nu un détenu alors qu'il vient d'avoir un contact avec l'extérieur via les parloirs, sauf s'il y a des suspicions d'entrée d'objets dangereux, etc., etc. Donc derrière, effectivement, c'est la porte ouverte à l'entrée à tout et n'importe quoi. Que ce soit téléphone portable, que ce soit drogue, que ce soit éventuellement aussi des armes, parce que maintenant, effectivement, avec un couteau, par exemple, en céramique, ça ne sonne pas un portique de détection des masses métalliques. Et on se retrouve comme ça avec des possibilités de pouvoir faire entrer des choses. Donc, en termes de sécurité, lorsqu'on a une mission régalienne comme celle des personnels pénitentiaires, effectivement, il convient avant toute chose d'assurer de manière optimale, parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas, mais d'assurer de manière optimale la sécurité des personnels. Et une fois que cette sécurité est assurée, effectivement, on peut dérouler derrière les autres missions, et notamment celle de réinsertion. Que proposez-vous justement pour améliorer la sécurité des personnels pénitentiaires, Pascal Sabaudet? D'abord, il y a une expertise de la part des agents pénitentiaires. Et donc là, je pense que cette expertise-là, elle a de la valeur. Donc il faut écouter ces revendications. Moi, c'est pour ça que je vous dis, j'ai repris en m'adressant tout de suite après ma visite à Fresnes à Madame la garde des Sceaux. Après, il faut qu'on ait une ambition. C'est-à-dire que, évidemment, les moyens doivent être liés à une ambition. Par exemple, moi, je parle de décroissance carcérale. Il faut que Madame la garde des Sceaux annonce un plan ambitieux. Fresnes, c'est 203% de surpopulation. On a 57% de récidivistes. 34% après des travaux d'intérêt général. Donc, deuxième ambition. J'ai pas trouvé d'autres mots, mais la prison, à la fois, c'est la sanction, la punition, et ça, bien évidemment, ça a sa place dans notre société. Mais il faut qu'il y ait une réparation. Je suis très content qu'on ait un débat sur ce sujet avec un professeur d'université. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le temps de la prison doit être aussi un temps d'école, un temps d'apprentissage. Un temps d'apprentissage où on retrouve confiance en soi-même, où on connaît des apprentissages, avec un métier, avec des qualifications. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la prison, c'est la société. Il faut pas la stigmatiser, l'enfermer pour elle-même. Voilà, c'est un lieu de la société où il faut réparer. Et après, il y a des moyens. Écoutez, la prison de Fresnes, on va avoir de la place à la prison de la santé. On peut pas un peu faire baisser tout de suite la démographie de la prison de Fresnes et engager un plan d'urgence de réhabilitation. Voilà, il faut aussi que tout le monde se mobilise pour trouver des solutions. Pour à la fois, évidemment, ce personnel. Je les ai rencontrés. Écoutez, il y a des revendications salariales, il faut y répondre. D'ailleurs, elles sont reconnues maintenant en partie par l'exécutif. Les primes de nuit, les primes de dimanche, arrêter avec les services dégradés. Vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. Il y a un monde du travail dans le cadre pénitentiaire. Et de l'autre côté, il y a d'autres humains qui sont les détenus. Et on en parlait encore l'autre jour. Par exemple, il y a aussi des approches médicales. On ne peut pas laisser des hommes et des femmes comme ça en prison et se dire, on se tranquillise, on se sécurise et après, il n'y a rien qui se passe. Non, il y a des parcours de vie qu'il faut reconstruire. Catherine Procaccia, est-ce qu'il faut développer des alternatives à la prison aussi? On sait que la contrainte pénale de Christiane Taubira a été très décriée et très peu appliquée comme mesure pour faire baisser aussi le nombre de détenus en France. Je pense qu'il y a toute la chaîne qu'il faut revoir, parce que si les gens sont en prison pendant beaucoup plus de temps, si les procès avaient lieu, si les comparutions avaient lieu, eh bien, ils resteraient peut-être moins en prison. Pour revenir sur le sujet qui précédait, les prisonniers, il faut en tenir compte, mais je crois que jusqu'à présent, on n'a jamais beaucoup parlé de la situation des personnels. Et la situation des personnels, elle est délicate.
On ne parle rarement d'eux, on ne les met pas en valeur. Notre police, elle est parfois décriée, mais elle est souvent applaudie, en tout cas dans l'opinion publique. Alors que les personnels de prison, ils sont indispensables. Et je pense qu'ils se sentent dans la chaîne un petit peu rejetés, jamais reconnus, jamais mis en valeur. Ils sont indispensables et les conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier, avec des détenus de plus en plus radicalisés. Je crois qu'il y en a 1500 en France. C'est pas avec des belles paroles. On n'a pas trouvé les moyens de les gérer. Et pour l'instant, qu'on fasse des quartiers à part ou qu'on les mélange, bien, ce sont bien le personnel pénitentiaire qui est en première ligne. Et dans les prisons, on trouve aussi beaucoup de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Donc quand vous avez des radicalisés, des troubles psychiatriques, pour le personnel, ça doit être vraiment très difficile, je présume. Philippe Combessi, il faut revoir toute cette chaîne. On se souvient qu'il y avait eu un rapport ici au Sénat par l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, c'était intitulé « Prison, une honte pour la République ». Est-ce qu'on arrive peut-être à cette question où on n'arrive pas justement à sortir de cette situation en France, alors qu'en Europe, les choses se passent différemment? Bon, la France est globalement dans la moyenne européenne. Il y a un tout petit peu plus de détention avant jugement en France. Mais le nombre de détenus baisse partout en Europe, sauf en France. Non. Et les raisons pour lesquelles le nombre de détenus augmente en France, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est moins lié au nombre de personnes qu'on envoie en prison, qui ne change pas énormément. Depuis une quarantaine d'années, on envoie entre 75 et 95 000 personnes en prison chaque année. Et ce qui a augmenté considérablement, plus que doublé en 40 ans, c'est la durée moyenne. On était à 4 mois et demi il y a 40 ans, on est à près de 10 mois maintenant. Voilà. Donc en fait, le curseur, il est là-dessus. Et ça entraîne un doublement du nombre de personnes incarcérées. La longueur des procédures contribue pour beaucoup à cet allongement. La longueur également de la façon d'instruire les différents dispositifs qui peuvent permettre à des personnes de sortir à des moments qui peuvent sembler opportuns parce qu'on voit que le comportement a évolué comme il faut. Tout cela, ça fait qu'on est passé de 4 mois et demi à 10 mois en moyenne d'enfermement. Il y a peut-être aussi des questions à se poser, savoir si, parmi les infractions qui envoient de plus en plus de personnes en prison, par exemple, on envoie chaque année entre 12 et 15 000 personnes pour délit routier. Est-ce que quelqu'un qui est dangereux avec un volant, il faut absolument l'incarcérer? Vous êtes pour des alternatives à la prison? Dans certains cas, bien évidemment. Dans certains cas, il y a peut-être des personnes, je dis qu'il n'y a pas besoin de sortir de la société comme on le fait de façon radicale avec la prison. Des personnes qui sont dangereuses, bien évidemment, il faut les enfermer, bien évidemment. Les personnes qui ont un comportement qui, à certains égards, est troublant, on peut peut-être empêcher ce comportement. Je vous parlais de la question des infractions avec un volant, des gens qui sont dangereux avec un volant, on peut peut-être les empêcher de conduire sans forcément tous, je vous dis, 15 000 personnes chaque année. Ou un enfant, c'est difficile à accepter tout à fait. Pour les proches. Tout à fait. En l'occurrence, il n'y a pas 15 000 personnes qui meurent sur les routes par rapport au nombre de personnes qui sont... Wilfried Fonck, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer une sortie de crise rapide? Alors rapide, je ne le sais pas du tout, parce que comme je vous disais tout à l'heure en préambule, la réponse appartient aujourd'hui au personnel pénitentiaire et pas à l'UFAP UNSA Justice, ni à quelconque syndicat. Le mouvement des personnels leur appartient. Les organisations syndicales sont là aujourd'hui uniquement pour servir de courroie de transmission, avec des plateformes revendicatives qui sont effectivement différentes les unes des autres. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est que Madame Belloubet a... Ce n'est plus le bon interlocuteur. Non, c'est pas là la question, parce qu'on n'est pas là pour faire ou défaire des ministres. Nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est véritablement la défense des intérêts des personnels. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a commis une petite erreur stratégique en ne réunissant pas à nouveau l'ensemble des organisations syndicales autour d'une même table. Parce
Parce qu'il ne faut pas oublier que devant les portes, les personnels se moquent bien de savoir quelle est leur appartenance syndicale. Voire il y a même des non-syndiqués. Donc aujourd'hui, recevoir l'UFAP-UNSA, puis FO, puis la CGT, c'est essayer quelque part de diviser les personnels entre eux, alors que ce n'est pas le cas, et qu'il ne faut surtout pas en arriver là, parce qu'une fois que le mouvement est terminé, il faut garder à l'esprit qu'ils vont retourner à l'intérieur des établissements, et que si cette solidarité et cet esprit d'équipe venaient à être cassés par une attitude comme celle-là, ce serait vraiment dangereux aussi pour eux. Donc on verra bien. Maintenant, la parole appartient au terrain, et c'est lui qui décidera, uniquement lui, des suites de ce mouvement. Bien, merci Wilfried Fonck d'être venu sur ce plateau. Merci à vous Pascal Savoldelli et merci Catherine Procaccia. Merci beaucoup Philippe Combessis. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver à partir de la fin du mois de janvier pour cette nouvelle émission Terre à Terre diffusée sur Public Sénat pour vous donner envie d'agir et de réagir en matière d'écologie. Pas de leçons de morale, mais des initiatives citoyennes à l'honneur du débat, évidemment, dans un lieu sympathique dans le 18e arrondissement de Paris, la Recyclerie, avec une émission tournée entièrement au smartphone. À très bientôt donc dans Terre à Terre sur Public Sénat. Terre à Terre, présenté par Wendy Bouchard, bientôt sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Il fait dorénavant partie de notre vocabulaire, le mot vapoter. Loin, très loin de la leçon de morale de ces gens qui ont arrêté de fumer. Il n'y a pas si longtemps, Yann Kounen nous embarque dans son expérience extraordinaire de la cigarette électronique tout en dénonçant les manipulations des lobbies du tabac. Vapwave, un film choc dans grand écran. Grand écran, présenté par Valérie Brochard, dimanche à 20h45. Appellation produit de montagne. Bah déjà, ça parle pas trop, non. J'en ai jamais entendu parler, mais comme ça, je me dis qu'il y a des produits qui ont été faits à la montagne. Bah, c'est des produits spécifiques du terroir, je pense, et qui sont reconnus par des associations. Que ce soit peut-être dans certains alpages, qu'il y a une certaine altitude, peut-être qu'il y a une certaine prairie. Aujourd'hui, Consomag répond aux questions autour de la mention « produits de montagne » introduite au niveau européen en 2013. Quels sont tout d'abord les engagements pris par les producteurs qui utilisent cette mention? Et surtout, veut-elle dire que les produits sont à la fois fabriqués en région montagneuse, mais aussi qu'à partir de matières premières issues de ces mêmes régions? La mention produits de montagne peut être utilisée lorsqu'à la fois les matières premières et l'alimentation pour les animaux proviennent de la zone de montagne. En ce qui concerne les produits transformés, la présence de cette mention signifie également que la transformation a eu lieu dans cette zone. Sachez que vous trouverez cette mention sur des fromages, du miel, des confitures ou encore de la charcuterie. Cette dénomination vise à valoriser les produits issus des régions qui doivent faire face à des contraintes climatiques et naturelles et donc à des coûts supplémentaires pour maintenir ces activités. Cette mention est européenne, ce qui veut dire que les zones de montagne dont on parle peuvent être en France, en Espagne, Italie ou encore Slovaquie. Enfin, sachez que des dérogations à cette forte contrainte de localisation sont possibles. Certains ingrédients, comme le sucre et les épices, peuvent provenir de l'extérieur de la zone de montagne, pour autant qu'ils ne représentent pas plus de 50% en poids total des ingrédients. Certaines opérations de transformation également peuvent avoir lieu en dehors de cette zone, comme l'abattage par exemple. Néanmoins, dans ce cas, elles devront se situer à moins de 30 km de la zone. À propos, qu'est-ce qu'on fait du gosse là pendant les vacances? Les colonies de vacances, c'est pas fait pour les caniches. Je suis camarade de classe d'Antoine, je viens voir s'il va mieux. Mieux? Pourquoi? Parce qu'il a manqué hier toute la journée.
s'expliquera tous les deux ce soir à la maison. Oh, mais dis donc, t'es pas le fils d'Ouanel, toi, j'ai pas la bien lu. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends? Il faut que je vive ma vie.